Nous continuons donc la journée par une nouvelle discussion qui va se pencher sur les enjeux réglementaires. Alors la question elle est vraiment cruciale puisque nous arrivons au terme d'un mandat qui a été réellement décisif pour la filière musicale. Je vais tenter de lister les différents développements réglementaires, mais sans être exhaustive, nous pouvons déjà citer la mise en œuvre de la directive sur le droit d'auteur, l'IA Act, qui vient d'être adoptée en Conseil, le rapport d'initiative du Parlement européen sur la situation sociale et professionnelle des artistes, qui a été adopté en novembre dernier. Évidemment, nous ne pouvons pas manquer de mentionner l'arrêt RAP, ou plus récemment l'étude par le Parlement européen sur les pratiques de buy-out dans le secteur culturel. Donc cette conversation, elle est très importante puisque nous sommes à un moment de bilan de la dernière mandature, mais également à un moment où nous pouvons nous demander, c'est d'ailleurs le titre de ce panel, quels enjeux réglementaires de la prochaine législature pour les acteurs et actrices de la musique en Europe. Donc pour faire vivre cet échange, nous avons plusieurs personnes à qui je vais demander de se présenter. Alors d'abord, nous avons Antoine Monin, David El-Sayeg, Sébastien Justine, Alexandre Lache et Marc Dumoulin. Donc je propose de faire un petit tour de table d'1 minute juste pour vous présenter en quelques mots. Bonjour à tous, Antoine Monin, je suis directeur général de Spotify pour la France et le Benelux et également membre de l'ESML qui est le syndicat des éditeurs de services de musique en ligne pour la France. Bonjour à tous, je suis David El-Sayeg, je suis le directeur général adjoint de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Je suis également le président du groupement européen des sociétés d'auteurs, compositeurs. Bonjour à tous, donc je suis Sébastien Justine, je suis directeur des Forces Musicales, qui est un syndicat d'employeurs qui représente les opéras et orchestres permanents, et par ailleurs président de Pearl, qui est la fédération des employeurs européens du spectacle vivant, qui réunit un certain nombre d'organisations françaises d'employeurs, dont Ecocène, Syndéac, etc. Enfin voilà, presque toutes en fait. Bonjour à toutes et tous, Alexandre Lache pour le SNEP, je suis directeur général de ce syndicat qui regroupe les producteurs de musique enregistrée en France. On représente à la fois des multinationales et des acteurs indépendants de toute taille et on est présent à Bruxelles aussi via notre fédération internationale, l'IFPI. Bonjour à toutes et à tous et merci au CNM pour son invitation. Je m'appelle Marc Dumoulin, je suis secrétaire général de l'EXA. L'EXA, c'est la European Composer and Songwriter Alliance. On regroupe 59 associations d'auteurs-compositeurs à travers 29 pays européens. Nos membres en France sont l'UNAC, le SNAC, l'UDC et le SMC. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et Arthur Legal, directeur AKEA, cabinet de conseil dans les industries culturelles et créatives. Et donc j'animerai avec cette table ronde avec Safia du CNM. Tout d'abord, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce panel. On va avoir un débat assez condensé. On va essayer de rattraper un peu le temps aussi. L'idée, c'est vraiment pas forcément de balayer l'ensemble des textes réglementaires, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu une législature assez dense là-dessus, mais vraiment de prendre un peu les points principaux de la mandature précédente pour essayer de se projeter vers l'avenir. Vraiment, quelle est un peu la feuille de route qu'on peut donner au nouveau Parlement européen, à la nouvelle Commission européenne qui arrive cette année. Et donc, évidemment, il y a de nombreux enjeux. On va se focaliser sur 3 d'entre eux, mais vous êtes libre, bien sûr, de vous focaliser sur le point important pour vous. Le premier, ça va être vraiment sur l'économie de la musique. Il y a des questions de partage de la valeur, il y a des questions de rémunération pour les différents acteurs de la chaîne de valeur. La plupart d'entre eux sont représentés autour de la table. Alors, quels sont pour vous vraiment les sujets réglementaires ? Quel a été l'impact de ce qui a été réalisé et qu'est-ce qu'on devrait faire demain à partir de juin 2024 ? Alors, je propose d'y aller tour à tour. Vous pouvez faire concis, bien sûr. Bien sûr, autant que possible, et vraiment souligner le point important pour vous, puisqu'on ne va pas pouvoir balayer l'ensemble des points. C'est pas moi qui vais commencer sur ce sujet. D'accord, David, vas-y. J'ai bien commencé, mais il va falloir m'arrêter. D'accord. Écoutez, pour moi, l'Europe, c'est une question de cycle. On a eu un cycle très important entre 2014 et 2019, où 2 directives fondamentales sur le droit d'auteur ont été adoptées. La directive droit d'auteur dans le marché numérique unique et bien évidemment la directive qui avait trait à la retransmission, à la diffusion par satellite et qui ont des enjeux considérables pour nous parce que c'était de savoir comment, tout en assurant la diffusion des œuvres au sein du territoire européen, on organisait des systèmes
par l'intermédiaire desquels on permettait aux créateurs, aux éditeurs, aux producteurs d'obtenir une juste rémunération. Donc ça a été une époque très importante. Il y a eu un point d'orgue avec le fameux article 17, la responsabilité des plateformes de partage de contenu, mais pas uniquement. Je retiendrai aussi toutes les problématiques qu'on a su résoudre au travers de ce qu'on appelle l'injection directe, qui posait des difficultés énormes pour les créateurs. Nous, on était sous le coup de 2 procès, au travers desquels on devait rembourser à TF1 M6 plus de 60 millions d'euros. Heureusement que la directive a changé la donne et qu'on a gagné, parce que sinon, ce sont les créateurs et les éditeurs de musique qui auraient payé l'addition. Et puis par ailleurs, il y a d'autres principes qui ont été édicté par ces directives, notamment le principe de rémunération proportionnelle et appropriée. On y reviendra parce que je pense qu'il va y avoir des prolongements de ce principe pour le bénéfice des artistes-interprètes et surtout des créateurs. Donc ça a été un premier cycle. Le cycle 2019-2024, pour être très rapide, je dirais qu'on n'a pas eu de texte à proprement parler sur le droit d'auteur, il n'y a pas eu de texte, mais il y a eu des textes transversaux qui ont un impact sur le droit d'auteur. Il y a d'abord eu le DSA, qui est comment on régule les plateformes qui ne relèvent pas de l'article 17, mais qui peuvent commettre des actes illicites. Alors, ce n'est pas simplement de la contrefaçon, ça va bien au-delà des contenus contrefaisants, mais c'est quand même très important, ça a un impact. Pour nous, c'est un impact très concret. Par exemple, en matière de copie privée, vous avez des places de marchands en ligne de support. Ils sont régulés au travers du DSA. Aujourd'hui, on intervient pour réguler le marché. Vous avez eu le DMA. Alors, le DMA non plus ne concerne pas directement le droit d'auteur, mais il concerne nos partenaires que sont les pure players. Et aujourd'hui, certaines plateformes de streaming utilisent le DMA pour survivre. Dans un monde où vous avez espère pouvoir l'utiliser. Voilà, espère pouvoir l'utiliser. Dans un monde où vous avez que quelques gatekeepers qui maintiennent une pression insupportable pour ces plateformes. Et l'intérêt d'une société d'auteurs, c'est pas de négocier avec un seul interlocuteur. C'est d'avoir plusieurs acteurs qui évoluent dans un marché et de créer des règles homogènes qui déterminent le juste prix de la rémunération des auteurs. Et enfin, bien évidemment, vous avez eu l'IA Act, qui vient d'être adopté la semaine dernière et qui va soulever beaucoup de questions. On y reviendra plus tard, mais bien évidemment, vous le savez, l'intelligence artificielle intéresse tous les pans de la création et de la production. Et on verra comment cette norme se déclinera de manière concrète pour nos ayants droit. Merci beaucoup. Et donc, post-2024, plus regarder cette mise en œuvre et... Post-2024, vous venez d'avoir un texte qui vient d'être adopté, dont les modalités restent encore à être déterminées. Quand par exemple l'IA Act vous explique que les entités qui font l'intelligence artificielle doivent adopter une politique visant à respecter les droits d'auteur et notamment les opt-out réalisés par les titulaires de droits, c'est un principe, c'est formidable. Enfin bon, c'est qu'un principe. Il va falloir donner corps à ce principe, il va falloir savoir ce qu'on entend par une politique efficace destinée à protéger les droits voisins ou les droits d'auteur. Lorsqu'on vous parle d'un résumé suffisamment détaillé, au contour quand même assez flou jusqu'à présent, et qu'on a un bureau de l'intelligence artificielle qui est censé l'imaginer, avoir des discussions techniques, détaillées, sur ce que c'est un résumé détaillé et à quoi ça sert. Ça sert à une chose, c'est simple, c'est de permettre la traçabilité des œuvres. Donc on verra comment le bureau de l'intelligence artificielle organisera tout cela. Et puis par ailleurs, vous avez aussi un code de conduite prévu dans le texte. Le code de conduite, il ne concerne pas uniquement les problématiques ayant trait à la distribution de biens culturels, mais il concerne notamment ces problématiques. Donc vous allez voir pendant, je dirais, 2-3 ans, toute une discussion sur ces problématiques qui sont mouvantes, parce que l'état de l'art il change tous les 6 mois, même tous les 3 mois, je dirais, si on regarde, si on suit bien l'actualité. Et il va falloir trouver un juste équilibre, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, le compte n'y est pas. Nos œuvres sont utilisées pour entraîner des outils d'intelligence artificielle qui ne pourraient pas fonctionner sans nos œuvres et sans aucune rémunération. Et malheureusement, les opt-out que nous avons déclenchés depuis plus de 6 mois n'ont pas donné de résultats probants parce que ces plateformes, ces nouveaux acteurs n'ont aucune obligation de transparence. Et c'est quand même la première fois dans l'histoire du droit d'auteur où vous vous retrouvez dans une situation où vous allez devoir négocier avec une boîte noire. Avant, vous aviez des difficultés peut-être avec les plateformes, des responsabilités juridiques, des questions économiques sur la valeur du streaming. Enfin, Spotify, il exploite des œuvres, il ne s'en cache pas, et il vient négocier. Et je dirais que c'est quand même un mode de négociation nouveau, mais assez traditionnel. Là, vous ne savez pas comment sont utilisés les outils d'intelligence artificielle et avec quelle intensité ils utilisent vos œuvres. Donc il va falloir régler ces situations nouvelles. Et bien évidemment, la crainte exprimée par l'ensemble des acteurs
des industries culturelles, c'est le grand remplacement. Est-ce que les créateurs vont être remplacés par des contenus, je dis bien le terme contenu et pas œuvre, générés par l'intelligence artificielle, et aussi comment les plateformes de streaming vont accueillir ces contenus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution, d'être submergé par des contenus? Aujourd'hui, si j'ai bien vu les derniers chiffres, il y a 120 000 titres par jour qui sont uploadés sur les plateformes. Il y a peut-être des titres déjà générés par l'IA, certainement, mais le risque est de voir ce chiffre doubler, voire tripler, et bien évidemment, on va avoir un problème majeur de découvrabilité, d'exposition des œuvres, et notamment des œuvres européennes et françaises. Eh ben, ça fait beaucoup de choses sur la table. On va essayer d'en discuter. C'est une très bonne réponse. On va essayer de creuser certains de ces éléments dans la discussion. Pour ça, je vais peut-être aller du côté du reste de la chaîne de valeur de la musique, peut-être en commençant par les labels, avec Alexandre, puis Marc, et enfin... Ouais. Oui, alors je ne vais pas répéter tout ce que tu viens de dire parce qu'en grande partie, on partage ces dossiers, on partage les objectifs. Mais tu l'as signalé, il y a une question de partage de la valeur qui est née, ou plus exactement, qui a reçu une traduction législative au niveau européen dans la directive droit d'auteur sous deux angles. Le premier, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que des acteurs comme YouTube, pour ne pas les citer, appliquent le droit d'auteur et viennent négocier avec les ayants droit, producteurs, auteurs, compositeurs, éditeurs, etc., un peu de la même manière que les éditeurs traditionnels. C'était à la fois très, très compliqué à écrire et très simple en fait dans son principe. C'est simplement affirmer qu'une plateforme comme YouTube, oui, relève bien du droit d'auteur et des droits voisins et doit payer des droits d'auteur comme les autres. Ça a été une bataille homérique, assez compliquée à mener, dont on voit les traductions de manière diverse aujourd'hui dans les revenus des ayants droit, mais en tout cas ça a fourni aux négociateurs, aux ayants droit qui doivent négocier ces accords de licence avec une plateforme comme YouTube, une plateforme comme TikTok, des armes pour pouvoir rééquilibrer un peu une négociation qui était déséquilibrée. L'autre versant de la question du partage de la valeur, c'est évidemment le partage de la valeur entre les acteurs de la chaîne de valeur. Et en ce qui nous concerne, avec les artistes. Vous le savez, les artistes sont rémunérés en fonction de ce que touchent les producteurs via les plateformes ou via les autres utilisateurs de la musique. Cette question, elle est déjà ancienne puisque le début de l'exploitation commerciale pour Spotify comme pour Deezer, ça remonte à 2007. Donc c'est des questions qu'on se pose depuis longtemps. Et j'entendais Iban Garcia del Blanco sur ce sujet, évidemment, il a eu raison de l'explorer et les pouvoirs publics français l'ont fait. La directive droit d'auteur, elle dit une chose là aussi, c'est qu'il doit y avoir un principe de rémunération proportionnelle, un intéressement. Et comment on traduit ça ensuite dans nos contrats avec les artistes ? Ça a été tout l'enjeu ensuite de la négociation d'un accord, puisque voilà, la directive ne suffisait pas par elle-même. Et on a négocié en France un accord qu'on appelle garantie de rémunération minimale, qui est arrivé, qui a été conclu en 2022 de manière unanime après 10 ans, au moins 10 ans, je regarde Yannick et Arthur, d'échanges au sein de ce secteur. Là aussi, des épisodes plus ou moins compliqués, mais on est parvenu à trouver un modus vivendi et à tout poser à plat pour trouver les modalités de rémunération à la fois des artistes principaux et des artistes musiciens. Donc voilà, on a réussi en tout cas en France à apaiser cette situation et ça serait mieux que les artistes soient avec nous pour en parler. Mais je regrette qu'ils ne soient pas présents sur ce panel, David l'évoquait tout à l'heure. Mais voilà, on a fait ça aussi en fonction des spécificités purement françaises. Je pense notamment au fait que les artistes-interprètes sont des salariés en France. Donc voilà, c'est des sujets qui ont été extrêmement importants pour nous. Je voudrais terminer sur ce premier tour par le sujet de l'intelligence artificielle parce qu'il est évidemment majeur et c'est là aussi une question de partage de la valeur. Alors on s'est beaucoup mobilisé, on a mené une coalition des ayants droit, on était 85 organisations ensemble à des moments clés du règlement IA pour réclamer la prise en compte des auteurs, des compositeurs, de l'ensemble des ayants droit.
On a réussi ce premier tour de force et ça a été compliqué parce qu'il a aussi fallu qu'on se batte contre la France sur cette question-là pour inscrire ce principe de transparence. Mais David l'a expliqué, la transparence, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle traduise là aussi une réalité dans les faits, qu'on puisse s'en saisir pour derrière négocier et porter cette question du partage de la valeur avec ces nouveaux opérateurs. Je peut-être. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'ensemble des artistes sur scène avec nous, mais on a une partie des artistes musicaux représentés avec les compositeurs. Et je vais peut-être donner la parole à Marc. Tout à fait, merci Arthur. Ouais. Mais nous, pour être très clair, comme vous le savez, les partenaires contractuels des auteurs, ce sont les éditeurs de musique en général. Donc on n'est pas dans la chaîne de valeur des droits voisins du recording, évidemment. Alors nous, sur la directive droit d'auteur, on avait évidemment été en soutien de l'article 17, mais pour nous, évidemment, il n'y a pas qu'un seul value gap, il y en a deux. Il y en a aussi un sur la partie contractuelle qui concerne les articles 18 à 23. Là-dessus, je pense que si on regarde, évidemment c'est complexe, ça prend du temps la transposition des directives européennes, parce qu'il y a tout d'abord la manière dont les différents États membres la transposent. Ensuite, il faut voir quels sont les effets sur le marché, c'est-à-dire quelles sont les licences qui seraient ensuite signées entre les titulaires de droit et les plateformes visées par l'article 17. Voilà, à ce titre, il y a eu certains bons exemples, notamment pour nous l'Allemagne. En Allemagne, ça a résulté en une hausse des revenus pour les créateurs du fait de la transposition de l'article 17. Ensuite, sur les articles 18 à 23, pour nous, évidemment, c'était une question essentielle parce que le premier lien entre le créateur et l'exploitation de son œuvre, c'est évidemment le contrat qui le lie à son partenaire contractuel. À ce titre-là, l'article, il y a eu pour nous une très bonne transposition en France, notamment de l'article 18. Donc c'est un sujet, le sujet des contrats dits de buy-out, qui est un sujet spécifique pour les compositeurs de musique à l'image, mais la transposition française nous a paru très bonne et ambitieuse pour bloquer l'application du droit étranger, le plus souvent américain, à ces contrats. Et voilà, en gros, sous un contrat de buy-out, l'auteur est sujet à une réglementation extra-européenne et plus souvent à des tribunaux extra-européens. Donc pour nous, c'est un sujet extrêmement important. Et on est très heureux de voir que la Commission européenne a engagé une étude sur le sujet, sur toutes les pratiques contractuelles qui affectent à la fois les auteurs et les artistes-interprètes. Ensuite, je pense que je vais remercier, je vois qu'il n'est plus là, mais je vais remercier quand même Iban pour son rapport et pour son intervention, parce que pour nous, le problème de la directive 2019, c'est que justement, elle oubliait un petit peu le sujet du streaming, et on est très content de voir que le Parlement européen s'est emparé de ce sujet. Et voilà, je peux soutenir tout ce qu'a dit Iban dans son speech. Aujourd'hui, il y a une industrie de la musique qui est en pleine croissance. Il y a à peu près une croissance de à peu près 10% par an depuis presque 10 ans. Et par rapport à ça, évidemment, les auteurs, mais aussi les artistes-interprètes, bénéficient d'une rémunération qui est en réalité extrêmement faible. Donc, alors que le streaming est devenu la première voie d'accès pour les consommateurs européens à la musique. Dans ce cadre, évidemment, nous on est pour le rééquilibrage de l'économie du streaming, avec un rééquilibrage en faveur des droits d'auteur du publishing par rapport au recording, l'amélioration de l'identification des auteurs, des œuvres en ligne évidemment, plus de transparence sur les playlists, voilà, tout ce qu'a dit. Je ne veux pas être trop long, Arthur, je vois que tu me... mais voilà, pour nous, le rapport de Iban Garcia Del Blanco va évidemment dans le bon sens, et je vois aussi qu'il y avait beaucoup de ces recommandations qui sont également présentes dans l'initiative One Voice for European Music, et je voudrais remercier le CNM pour ça.
Tout à fait. Merci beaucoup. Et il commence à y avoir des thèmes qui émergent un petit peu. On a parlé de la croissance aussi du secteur de la musique. On a parlé du streaming, bien sûr. On va peut-être parler aussi d'autres angles avec Sébastien, donc, qui a bien sûr un angle différent avec les forces musicales qui représentent plutôt le live, les employeurs, disons des arts de la scène de façon plus globale aussi avec le réseau Pearl. Alors évidemment, l'angle est un peu différent, mais on peut voir aussi qu'il y a des dynamiques fortes sur cet angle-là. Il y a peut-être des questions de concentration de marché, mais quel est un peu le gros sujet pour vous sur les années à venir sur, disons, l'économie de la musique et sa réglementation ? Alors effectivement, merci. On a un positionnement qui est un peu différent par rapport à tous ces grands sujets. On est beaucoup moins familier en tant que représentant du spectacle vivant de tous les grands débats qui animent tous les textes sur le droit d'auteur parce qu'effectivement ça concerne plutôt le secteur de la musique enregistrée, encore qu'on puisse avoir quelques effets de bord et on reste quand même en veille sur ces sujets-là, notamment parce que les entreprises de spectacle en tant qu'utilisateurs peuvent avoir des formes de complexité à lever dans la mise en œuvre de ces règles-là. Et puis parce que par ailleurs, Alexandre parlait tout à l'heure de la GRM, on peut avoir aussi des effets de bord parce qu'une partie justement de la filière n'est pas forcément bien dans les radars en matière de notamment sur les questions de streaming. En l'occurrence, là j'aurais plutôt effectivement une casquette force musicale, mais la question de la garantie de rémunération minimale, on l'a prise un peu différemment de notre côté parce qu'on est effectivement sur des modèles économiques qui n'ont rien à voir et donc c'est pas forcément des choses qui sont tout à fait dans les radars dans les débats. Donc par exemple dans le rapport sur le streaming, Pearl avait fait remonter un certain nombre d'éléments sur la prise en compte aussi d'un certain nombre d'une offre existante qui ne relève pas forcément des dynamiques des plateformes commerciales, etc. Donc c'est aussi intéressant de les avoir dans le scope pour pas mettre en place des mesures qui sont pas forcément complètement adaptées. En revanche, effectivement, c'est vrai qu'on a été, alors nous, en tant qu'organisation d'employeurs, on est très impliqués sur les sujets sociaux, et donc je rejoins la remarque d'Alexandre sur la représentation des artistes. En plus, il se trouve que on a un éminent représentant de la FIM dans la salle. On travaille beaucoup en paritaire, en dialogue avec nos homologues des organisations de salariés sur les sujets sociaux. Donc c'est vrai qu'on a été relativement gâtés, entre guillemets, sur cette législature, puisqu'il y a eu un rapport du Parlement européen sur la question des conditions de travail des artistes, qui ne concerne pas que la musique, mais qui a le mérite d'une chose. D'une part, c'est d'aborder ces sujets sociaux par un prisme culturel et sur la question des artistes, là où en fait très souvent notre organisation est surtout confrontée à beaucoup de dossiers dans lesquels on doit rendre visibles les enjeux culturels. Je prends l'exemple de l'historique de la fondation d'une fédération comme Pearl, qui à l'origine était des acteurs du spectacle vivant qui avaient besoin de se réunir pour travailler sur les questions de fiscalité en matière de TVA sur le spectacle. Autant vous dire que quand on arrive avec les impacts des règles en matière fiscale sur le spectacle vivant dans notre secteur, on a parfois un peu de mal. Et donc c'est assez récurrent dans nos travaux de se retrouver à effectivement veiller à la mise en œuvre concrète des règles générales qui s'appliquent dans l'Union européenne au secteur culturel. Un autre exemple sur lequel on a vraiment obtenu gain de cause grâce à une coopération très forte entre l'Allemagne et la France, c'est sur la question des aides d'État. En fait, on rentrait dans un champ où toutes les politiques publiques en matière de financement de la culture étaient menacées par les règles en matière d'aide d'État dans l'Union européenne. Donc là aussi, on a obtenu des exemptions fortes qui permettent en fait de poursuivre les politiques publiques et pas uniquement en France et en Allemagne d'ailleurs. Voilà, donc on est très souvent sur des sujets comme ça. Sur la question sociale, effectivement, on a été très impliqué sur le rapport qui a été publié par le Parlement sur les conditions de travail des artistes. Et donc l'autre aspect extrêmement positif de ce rapport, c'est qu'il incite aussi les États à mettre en œuvre des politiques de financement ambitieuses. En l'occurrence, il fixe l'ambition à 2% du PIB. J'avais la semaine dernière une assemblée générale de Pearl où on nous montrait que le pays qui investit le plus en rapport à son PIB dans la culture, c'est la Hongrie, figurez-vous, et qu'elle est encore péniblement à 1,8%. Donc on a encore une marge de progression assez forte, mais néanmoins, voilà,
Le problème, en fait, c'est que voilà, c'est pas forcément un exemple qui fait très plaisir à entendre, mais néanmoins, c'est malheureusement ce que donnent les données. Mais néanmoins, le problème, c'est qu'effectivement, derrière, on va avoir des politiques qui vont financer des conditions de travail, et le rapport pointe à juste titre que, effectivement, les travailleurs des secteurs culturels ne travaillent pas forcément dans des conditions adéquates. Après, c'est vrai qu'en fin de parcours, on a eu une proposition de mise en œuvre d'une mesure législative qui était peut-être un peu prématurée, donc on a sans doute beaucoup de travail à faire sur la mise en œuvre des sujets sociaux. Voilà. L'autre point extrêmement important pour notre fédération, c'est la question de la mobilité des artistes et des professionnels de la culture. C'est un peu le fil rouge de nos travaux au quotidien. Et là encore, on a maille à partir sur ces sujets-là. Alors ça brasse des sujets extrêmement techniques. Ça va des conditions d'articulation des régimes de sécurité sociale entre eux, aux conditions de fiscalité qui s'appliquent aux artistes, mais évidemment aux conditions aussi de visa et d'entrée sur le territoire. Et effectivement, on est dans un contexte où, malheureusement, on va sans doute aller vers un resserrement. Le Brexit a été une première salve assez douloureuse pour nos collègues. Aujourd'hui, alors on a quand même globalement remonté la pente sur la question des conditions de circulation des artistes entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais aujourd'hui, on constate encore que c'est loin d'être une fluidité absolue, mais voilà, ça a été un élément assez fort de mise à bas de politique qui avait pour but de favoriser le plus possible les échanges entre les artistes au sein de l'Union européenne, et on doit continuellement travailler sur ces sujets-là. Et je voulais juste souligner, et puis après je laisserai le débat se continuer, que en ce qui concerne spécifiquement la musique, il se trouve qu'on a un cheval de bataille assez fort à Pearl, qui est la question de la circulation non seulement des artistes et des travailleurs, mais aussi des instruments de musique. Je vois que dans la salle, on a une éminente représentante de la facture instrumentale, et on a deux dossiers sur ce sujet-là. Le premier, c'est la question du transport dans les avions ou dans les trains. Alors la problématique des trains, je crois, est très spécifique à la France, mais néanmoins voilà, on essaye de faire en sorte que l'Union européenne soit aussi en soutien là-dessus. Mais il se trouve voilà qu'on a eu à œuvrer pour faire en sorte que les instruments puissent être transportés dans des bonnes conditions, notamment quand les artistes circulent, y compris en avion. Et par ailleurs, on est effectivement, alors là c'est typiquement le genre de dossier où vous êtes impacté par un sujet qui au départ vous concerne pas, c'est la question de la protection des espèces. Voilà, c'est normalement et il se trouve qu'en fait on se retrouve confronté à une situation où en fait du fait des espèces qui composent les instruments, donc ivoire, bois d'ébène, pernambouc, etc., on a des situations assez ubuesques qui se retrouvent avec des saisies d'instruments à la douane parfois, et donc on est en action avec notamment les représentants de la facture instrumentale pour faire en sorte que la circulation des instruments de musique soit pas entravée par des règles qui n'ont pas vocation au départ à viser spécifiquement les instruments de musique. Alors on a eu un épisode assez douloureux il y a encore un an sur le pernambouc, mais c'est un travail continuel, c'est-à-dire qu'en fait faire en sorte que la fluidité de la circulation des instruments puisse être la plus grande possible. Et qui est un sujet important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien la diversité des sujets aussi, avec des législations très horizontales finalement, qui vont venir affecter l'industrie de la musique. Je vais peut-être, on a parlé un peu de streaming, je vais peut-être aussi laisser Antoine s'exprimer sur les sujets qu'on a évoqués jusqu'à présent, puis après je vous propose de se focaliser sur les questions d'intelligence artificielle pour essayer de condenser la dernière partie du débat. Merci. Du point de vue des plateformes de streaming, je crois qu'il faut juste aussi pas oublier d'où on vient, c'est-à-dire qu'on vient, quand je dis on, tous nous, l'industrie musicale, on vient il y a 20 ans, souvenez-vous du paysage, 15-20 ans, il était assez dramatique. Et je crois qu'on peut se féliciter aujourd'hui d'avoir retrouvé une filière musicale dans son ensemble qui renoue avec la croissance. Et je crois que cette croissance, c'est d'abord évidemment les artistes, la création, les œuvres qui sont au cœur de ça, mais c'est aussi d'avoir réussi à recréer un consentement à payer chez le consommateur. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Il ne faut pas qu'on oublie que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait encore des débats sur la licence globale, sur des concepts comme ça assez fous. Donc je crois que, et on peut se féliciter que dans le domaine de la musique, justement, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'audiovisuel, nous avons aujourd'hui en Europe des plateformes de streaming musicales indépendantes européennes qui sont leaders dans leur marché, comme Spotify, Deezer, ou Qobuz dans des niches un peu particulières, mais il faut s'en féliciter.
Je reprendrai peut-être un peu aussi ce que Monsieur Gueur de la Commission a dit. Je crois que moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand on fonctionne en silo, et on a assez vite tendance à le faire dans l'industrie musicale, c'est-à-dire que non seulement l'industrie musicale, à la différence des autres industries créatives, mais même au sein même de l'industrie musicale, là, il y a eu une bonne mode, genre tout ça c'est la faute du streaming. Je pense qu'elle n'est pas très saine pour l'ensemble du débat. Nous, on est ravis de parler de partage de la valeur, mais la question du partage de la valeur n'est pas portée par les plateformes de streaming. Ce n'est pas les plateformes de streaming qui décident comment la valeur est partagée. Comme vous le savez, les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer ne rémunèrent pas directement les différents artistes et créateurs, mais rémunèrent les ayants droit. C'est plusieurs centaines d'ayants droit qui représentent plusieurs dizaines de droits différents. Et ils ont tous leur valeur et ils ont tous leur importance. Donc nous, on va continuer à se consacrer à recréer cette valeur. Cette valeur qui avait été détruite il y a 15-20 ans, on va continuer, nous, à se concentrer et à investir sur la croissance pour recréer cette valeur. Aujourd'hui, quand on voit les chiffres publiés par les différentes organisations, que ce soit les organismes de gestion collective, les labels ou autres, on voit que la croissance est entre 10 et 15% et renoue avec certains niveaux historiques, mais cette croissance n'est pas terminée. Le SNEP l'a bien souligné, le marché français, en termes d'adoption du streaming et de revenus du streaming, est très 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 loin de nos voisins britanniques et allemands. Et moi, je vais le dire de façon très simple. On peut parler du partage de la valeur, mais si demain le marché français fait 2 fois la taille, les artistes français gagneront 2 fois plus. Chez nous, c'est mécanique, on reverse quasiment 70% de nos revenus aux ayants droit. Donc je pense qu'il est vraiment important de ne pas oublier d'où on vient et de vraiment bien resituer les différents débats sur ce sujet. On entend aussi beaucoup parler de diversité, et ça c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, et je pense qu'il est important aussi d'objectiver les faits. Aujourd'hui, je vais peut-être vous surprendre, mais jamais la musique européenne et jamais la diversité musicale européenne ne se sont aussi bien portées. Et ça, ce sont des études qui le prouvent. Jamais les artistes européens n'ont autant exporté. Alors, vous le savez, Spotify publie un certain nombre de données économiques, notamment dans une campagne qui s'appelle Loud and Clear. Récemment, on a annoncé que la moitié des revenus générés par les artistes français sur Spotify proviennent de l'étranger. La moitié des revenus générés par les artistes français sur Spotify proviennent de l'étranger. Et ça va être le cas dans la plupart des marchés européens. On voit aussi que l'émergence des contenus européens dans leurs différents marchés n'a jamais été aussi forte. C'est-à-dire qu'il y a une étude de la London School of Economics qui est parue cette année qui montre que la part des contenus locaux dans les différents marchés est de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'artistes allemands qui sont au top des tops allemands, de plus en plus d'artistes italiens au top des tops italiens, et sans parler de la France, vous savez que je crois que c'est 70% du top 20 en France, ce sont des artistes français. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'industrie musicale. Donc aujourd'hui, il faut aussi voir, j'ai envie de dire, une partie du verre à moitié plein, avec une création européenne dynamique, qui s'exporte beaucoup, des champions européens de la culture également dans le numérique. Et moi, je voudrais reboucler avec le travail de la Commission sur le DMA et le DSA, qui sont extrêmement importants, parce que quand on parle de souveraineté culturelle, économique et stratégique européenne, on parle aussi de protéger ces acteurs européens. Comme le disait très bien David, je pense que ce serait dramatique pour l'ensemble de l'industrie de ne plus parler qu'avec un seul ou 2 gatekeepers, qui seraient par ailleurs chinois ou américains. Donc je crois qu'il est important aussi de s'assurer que la prochaine législature et la Commission se concentrent vraiment sur les enjeux stratégiques et immédiats, qu'on puisse objectiver les faits très clairement et ensuite d'avoir les moyens de nos ambitions. Quand je dis d'avoir les moyens de nos ambitions, c'est d'arriver à faire respecter les réglementations européennes. Aujourd'hui, on voit par exemple que pour le DMA, dans le cas d'Apple contre Spotify, la réglementation est en vigueur. Apple la contourne allègrement, fait appel de la décision de la condamnation dont ils ont été l'objet. Donc nous avons encore beaucoup de chemin à faire sur ce plan-là. Je vais rebondir là-dessus. Merci beaucoup pour vos interventions. Je pense qu'en résumant vraiment très très rapidement, on voit qu'il y a eu des législations spécifiques avec les questions de droits d'auteur. On en a nommé 2 notamment. Mais aussi beaucoup de législations transversales. On a nommé DSA, DMA. Et là, je voudrais qu'on se focalise un peu sur l'acte sur l'intelligence artificielle, qui sont des législations transversales. Hein. Ça couvre pas que la musique, c'est bien plus large que ça, mais qui donnent finalement des clés, des moyens de forcer un peu les portes d'entrée
pour essayer de, soit de négocier avec des très très gros acteurs, des gatekeepers, soit d'essayer de finalement de donner plus de possibilités de faire valoir le droit d'auteur, disons la valeur de la musique à travers différents moyens. Donc, je voudrais peut-être continuer un peu la discussion sur l'intelligence artificielle, parce qu'on l'a déjà évoqué, on a déjà mis quelques jalons de discussion, et je voudrais peut-être vous donner à tous l'occasion de revenir de continuer la discussion là-dessus, vraiment 1 minute ou 2 chacun, histoire de continuer à avancer sur ce sujet, et après on va devoir déjà rapidement passer la parole aux prochains intervenants. Donc voilà, 1 ou 2 minutes, peut-être, je vais commencer par David, puisque c'est un sujet que vous avez introduit. Peut-être vous donner l'opportunité d'élaborer là-dessus. Alors, en 2 minutes, moi je pense que la difficulté, c'est la confrontation des normes. C'est d'abord la confrontation des normes internes. Quand vous avez un texte qui dit qu'il faut protéger les créateurs ou les labels, il se confrontera à d'autres normes. Et l'intelligence artificielle, derrière la réglementation, il y a la liberté d'entreprendre, éventuellement la liberté d'expression, et éventuellement aussi des risques systémiques. Je rappelle que le règlement, à l'origine, il était là pour réguler les risques systémiques, et que le législateur européen s'est rendu compte que ça posait tellement de problèmes qu'on allait au-delà de la simple gestion des risques systémiques, et c'est bien. Je trouve que ça, il faut le saluer. Il faut saluer quand même que l'Union européenne a fait preuve d'initiative, d'audace, et même si le texte n'est certainement pas parfait et qu'il méritera dans quelques années d'être regardé, il a le mérite d'exister et de poser quand même des principes assez forts nous concernant. Et puis par ailleurs, il y a une confrontation des normes avec l'étranger. Parce que vous l'avez quand même constaté, la musique, elle évolue dans une économie par définition mondialisée. Tous les acteurs sont mondialisés. Alors, certains qui sont d'origine européenne comme Spotify ou Deezer, mais leur champ d'intervention, et tant mieux pour eux, c'est pas une critique, au contraire, c'est le monde. Et quand vous dites le monde, vous êtes confronté à des entités américaines, et on ne va pas leur reprocher d'appliquer la législation américaine. Ils sont américains. Et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Marc sur le buy-out et sur l'audiovisuel. Si Netflix ou Disney appliquent le buy-out, c'est parce que chez eux, c'est monnaie courante. Donc voilà, vous allez avoir ces confrontations de normes en interne et en externe. Et d'ailleurs, je salue le règlement de l'intelligence artificielle pour une disposition qui me semble clé, qui dit que quand on a commencé à discuter avec les entités qui font de l'IA, ils nous ont dit « Mais attendez, vous êtes gentils, vous faites un opt-out, mais tout ce qu'on fait, toutes les opérations de fouille de données, elles se réalisent dans des pays où il y a des exceptions, où le droit d'auteur n'a aucune prise. » Donc venez pas nous embêter avec votre droit d'auteur. On se place, déjà on a fait du forum shopping, on s'est déjà placé dans la législation très confortable. Et le règlement prévoit quand même quelque chose d'essentiel et qui devra être dupliqué, c'est que si une boîte d'IA décide d'intervenir sur le marché de l'Union européenne, décide de prester sur le marché de l'Union européenne, elle se doit de respecter la régulation européenne indépendamment de ce qu'elle peut faire par ailleurs. Et ça, c'est une règle qui est fondamentale, qu'on va devoir décliner dans tous les dispositifs. Parce qu'à défaut, on va pouvoir élaborer des systèmes très sophistiqués, très complexes, éventuellement protecteurs, mais qui seront contournés dans un monde où l'économie est mondialisée. Donc je pense qu'il faut aller de l'avant. C'est vrai pour l'IA Act et c'est vrai pour toutes les formes de régulation si on veut les voir robustes. Et on a un excellent précédent en la matière, c'est le RGPD. Aujourd'hui, le RGPD, il est respecté en France, en Europe, mais il est respecté ailleurs. Vous voyez très bien, même quand vous allez sur des sites aux États-Unis, vous devez respecter, alors peut-être pas aussi bien qu'en France, peut-être pas aussi bien qu'en Allemagne, mais il est quand même respecté. Donc quelque part, on a gagné, non seulement au niveau de la norme juridique, mais on a gagné une bataille politique. C'est notre vision de la protection des données personnelles qui prévaut, et ça doit être notre vision du respect du droit d'auteur qui doit prévaloir dans un combat où on nous explique que non, il faut laisser s'entraîner les IA pour qu'elles siphonnent tous les contenus créés par des êtres humains. Donc il y a un vrai enjeu politique, au-delà des questions juridiques, au-delà de nos intérêts qui sont justifiés. Moi, je n'ai pas honte à défendre mes intérêts comme un boutiquier, c'est pas un problème, mais on voit bien que ça va bien au-delà. C'est vraiment deux philosophies qui s'opposent. Une philosophie qui veut réguler les acteurs du numérique pour corriger les asymétries. C'est le droit européen au travers de l'article 17, au travers de l'article 18, au travers de l'obligation de transparence de l'IA Act, et une absence de régulation, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de régulation sur l'IA Act, il n'y a pas de responsabilité des plateformes, et on règle la problématique à coup de procès et de transactions faramineuses, ce qui n'entre pas dans notre culture juridique ou dans notre culture politique. Donc voilà, je pense que l'Europe existe, elle a sa philosophie,
Elle prend en considération, et c'est bien normal, ses atouts, et parmi ces atouts, les industries culturelles figurent en figure de proue, si je puis m'exprimer ainsi. On est vraiment très fort en matière d'industrie culturelle. Nos contenus, nos œuvres, nos biens culturels intéressent le monde entier. Antoine l'a très bien exprimé. Je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Et au fond, surtout ne pas opposer innovation et régulation. Ça n'existe pas. L'innovation s'accompagne d'une régulation parce que l'innovation forcément engendre des risques. Il faut quand même une norme acceptable, tolérable, mais qui limite ces risques. Et il ne faudrait pas que l'IA écrase tout sur son passage, et notamment aussi les plateformes, parce que ce n'est pas simplement que les ayants droit qui sont victimes du data mining aujourd'hui. Des sites comme Spotify, des services en ligne comme Spotify peuvent être vidés de leur substance, et c'est un investissement. Ils ont aussi, indépendamment d'avoir acquis des droits, ils ont investi sur un service performant. Si demain je vide de sa substance ce service, c'est problématique pour tous ceux qui participent à l'écosystème de la création culturelle. Merci beaucoup, très clair, et ça met bien en lumière aussi la question de la souveraineté numérique que vous aviez mentionné d'ailleurs tout à l'heure, et qui est un des chevaux de bataille de la DG Connect et du commissaire Thierry Breton. Marc, oui, tu veux réagir là-dessus, oui, peut-être 2 minutes. Je suis d'accord avec David sur l'EI Act. Je crois aussi qu'il faut se rappeler de quelle est un peu la genèse de tout ça. Et la genèse, c'est l'article 4 de la directive de 2019. Donc l'article sur la fouille de données à but commercial. Et donc là, il y a un véritable problème qui pour moi est presque un problème démocratique, c'est-à-dire que vous avez la directive droit d'auteur qui ne mentionnait pas l'intelligence artificielle, qui a été conçue, donc l'article 4 n'était pas dans la proposition de la Commission, donc il n'y a pas eu d'étude d'impact. Ça a été ajouté ensuite comme exception optionnelle à la fois par le Parlement européen et le Conseil, et ensuite, au moment des trilogues, c'est devenu une exception obligatoire. C'est un texte qui, évidemment, en 2017-2018, on n'était pas aux évolutions de l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui, et donc pour moi, il était presque impossible de légiférer de manière juste et démocratique à ce moment-là sur l'impact de la fouille de données et l'application de la fouille de données à tout ce qui est intelligence artificielle. Et donc là, on a un véritable problème parce que, comme l'a dit David, toutes les œuvres ont déjà été utilisées, toutes celles qui sont au moins disponibles publiquement en ligne. Et normalement, la possibilité pour les ayants droit, c'est de réserver leurs droits. Sauf qu'on est dans une situation où aujourd'hui, la réservation de droits, c'est pas très clair comment elle s'exerce. Il y a eu une réunion, je crois que c'était le 25 avril, de la Commission européenne avec différentes parties prenantes, etc. C'est pas très positif sur le respect des réservations de droits par les services d'intelligence artificielle, parce que la logique là-dedans, il faut la rappeler quand même. La réservation de droits, ça devrait permettre ensuite de faire une licence. Donc ensuite de rémunérer, selon les articles 18 à 23, la chaîne de valeur. Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Les réservations de droits sont simplement ignorées. Tout est pillé en ligne sans aucune compensation. Et nous, on appelle à le consentement des auteurs, la rémunération et la transparence des intelligences artificielles. Et un dernier point là-dessus, je crois qu'il faut aussi comprendre la place spécifique de l'auteur dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, imaginons le cas, on sort un peu du cadre de la musique. Imaginons un écrivain qui écrit 10 livres. Il a un éditeur. Est-ce que son éditeur peut simplement faire une licence avec un service d'intelligence artificielle et faire ça sans l'accord de l'auteur? Donc là, on n'est pas simplement avec l'IA dans une exploitation de droit, on est dans une exploitation de la personnalité et de ce qui fait presque le droit moral du créateur. Et ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Pardon. Ouais. Est-ce qu'il y a des implications aussi importantes dans la façon dont c'est géré au jour le jour? Peut-être on va essayer de clôturer relativement rapidement, mais peut-être Alexandre, sur réaction sur les questions d'intelligence artificielle, je sais que c'est très important pour les labels aussi. Oui, bien sûr. Alors, on en a déjà dit beaucoup de choses, mais je voudrais quand même redire, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, que l'IA, c'est aussi une chance, à la fois pour la création,
Ça fait très longtemps en réalité qu'on utilise des techniques d'IA pour créer les œuvres et les enregistrements. Pour la diffusion également, et là je regarde Spotify, ce qui fait la valeur aujourd'hui de Spotify, c'est aussi les algorithmes de recommandation. Le député Garcia del Blanco en parlait tout à l'heure. Je voudrais quand même dire que aujourd'hui, c'est un des vecteurs de diversité. À l'heure où le physique était roi, on avait un top 200 qui représentait environ 30% des ventes. Aujourd'hui, le top 200 streaming qui génère l'essentiel du revenu, c'est 7% des ventes. Ça veut dire une chose, ça veut dire que les écoutes sont de moins en moins concentrées et c'est précisément grâce aux algorithmes de recommandation, grâce au système d'IA. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de transparence derrière, qu'il ne faut pas essayer de regarder un petit peu comment tout cela est fait, mais néanmoins aujourd'hui le constat il est là, ça permet de la diversité. Alors évidemment il y a des risques aussi dans l'IA, on les a déjà largement évoqués. Je voudrais en rajouter un en lien avec la protection des données personnelles. David parlait tout à l'heure du RGPD, mais en réalité aujourd'hui, l'image, la voix des artistes sont littéralement pillées. Là, on n'est plus en droit d'auteur, mais pour autant l'effet elle-même, il est catastrophique. On le voit avec certains exemples qui sont plus parlants que d'autres. On parle de Scarlett Johansson là aujourd'hui avec sa voix qui a été utilisée par ChatGPT, alors même qu'elle avait refusé de donner une licence à OpenAI, mais ça vaut également pour l'ensemble des artistes de la musique, et c'est un vrai sujet qui va devoir faire partie des licences que nous délivrons à ces acteurs. Ce qui est intéressant, parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas prévu finalement dans les discussions autour de droit d'auteur et de l'opt-out. Peut-être une réaction. Jean-Philippe qui fait les... Ouais, ok. Peut-être je vais juste une dernière phrase chacun, et comme ça... Je crois qu'il faut... On pourra dire IA comme on disait Internet il y a 20 ans. Il y a tellement d'IA différentes. Donc IA générative, c'est un enjeu fondamental. Il y a l'IA qui va faire de la copie. Est-ce qu'elle est générative ou est-ce qu'elle fait juste de la copie d'un visage, d'une voix? Et puis il y a l'IA qui est un outil que les artistes utilisent déjà pour créer des arrangements. Et là, moi, ça me rappelle le synthétiseur, ça me rappelle le sampling. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'IA différentes et que la priorité, c'est de préserver l'artiste et le créateur dans le geste créatif. Ouais. J'ai une dernière phrase. Non, je fais très vite, je suis assez d'accord. De toute façon, on est confronté avec l'IA comme on l'est avec toutes les évolutions technologiques, celle-ci étant particulièrement forte et en plus ayant, à mon avis, un effet de longue traîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a très vite identifié dans la musique notamment les impacts de l'IA sur la création, sur la composition. Effectivement, des artistes l'utilisent. Et puis nous, on commence à s'interroger, en fait, particulièrement parce que dans le spectacle vivant, en l'occurrence, on n'est pas impacté tout de suite par l'IA, à part sur la composition musicale, évidemment, mais parce que la nature même de notre activité fait que en fait on a des artistes sur scène. Donc en revanche il y a des impacts moins immédiats qui vont arriver parce que effectivement l'IA permet en fait de faire de manière beaucoup plus rapide avec sans doute aussi moins de personnes des tâches qui avant étaient effectuées dans une certaine durée et avec un certain nombre de personnel. Donc nous aujourd'hui ce qu'on essaye de regarder ça va être quels vont être les impacts de l'IA sur l'emploi, c'est-à-dire quels vont être les emplois qui vont être éventuellement vont être amenés à évoluer, etc. Donc il faut aussi qu'on objective tout ça, quelles vont être les nouvelles compétences à acquérir pour pouvoir utiliser correctement ces outils, et puis éventuellement sur des pratiques aussi qu'on avait, dont j'ai pas pu d'ailleurs évoquer, qu'on avait dans le spectacle vivant sur les questions de piratage de la billetterie, etc. Des choses comme ça. Donc l'IA peut aussi rendre plus efficaces des pratiques contre lesquelles on voudrait se mettre en lutte. Merci beaucoup et je vous remercie l'ensemble des panélistes pour vos interventions. Désolé pour le timing un peu serré, mais vos contributions étaient parfaites dans ce contexte. L'année prochaine, quand ce sera l'IA qui va faire la conférence, ce sera à l'heure. Voilà. Moi, je serai out of job en tout cas. Et en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Et un menu chargé, notamment sur la mise en œuvre des différents directives transversales, notamment directives et actes. Je passe la parole à Safia. Merci beaucoup à nouveau. Alors du coup, on a juste voulu...